Samedi 21 mars 2015, c'est l'heure des informations sur la radio-télévision Delta Santé. Voici les titres de ce journal. La synergie des travailleurs du Togo durcit le ton sur la pression face à ces revendications. Une nouvelle grève est prévue pour la semaine prochaine. Après l'éclipse solaire ce vendredi en Europe, les côtes du vieux continent ont connu un autre phénomène, la marée des siècles ce samedi. Et puis, le Yémen a été le théâtre d'une attaque sanglante revendiquée par le groupe État islamique. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous pour vous informer. Je l'annonçais dans les titres, la synergie des travailleurs du Togo semble être déterminée sur la satisfaction de ces revendications. Depuis un certain moment, elle multiplie sittings et mouvements de grève. Elle était d'ailleurs en une assemblée générale ce vendredi après-midi. Elle a pris une nouvelle décision, 5 jours de grève à compter du lundi prochain. Un chant qui témoigne peut-être la détermination de la synergie des travailleurs du Togo. Une énième assemblée générale ce vendredi pour, dit-elle, définir les actions à mener dans les prochaines heures. Et c'est fait. La STT met la barre un peu plus haut que d'habitude. 5 jours de grève à compter du lundi prochain. Pour ces travailleurs, c'est une manière de rendre hommage à leurs collègues enseignants blessés il y a quelques jours à Dapaon par des miliciens lors d'une assemblée générale. Dans la foulée, la STT affirme qu'elle maintient sa position sur la réclamation de la démission du ministre en charge des enseignements primaires et secondaires. La synergie réitère clairement que sa revendication qui porte sur la démission du ministre de l'enseignement primaire et secondaire est maintenue. Et pour ce faire, par rapport également à la revendication concernant la valeur indiciaire a augmenté et le redressement de la grille, lance une grève de 5 jours à compter du lundi 23 au vendredi 27. 5 jours de grève où toutes les activités professionnelles doivent être paralysées. Nous disons donc aux travailleurs d'observer de manière scrupuleuse ce mode d'ordre de grève pour que, enfin, le droit des travailleurs soit reconnu et que leurs revendications soient satisfaites. Selon la STT, les notes de soutien et d'encouragement de certaines organisations syndicales européennes ne cessent de se succéder. La synergie a recensé en ce jour les soutiens de plusieurs organisations, dont la première centrale européenne, qu'est la CGT, la GEW, qui est une fédération des syndicats des enseignants en Allemagne, dont le secrétaire général Hans-Jürgen Dominik nous a envoyé un courrier. Nous avons également le soutien de la première centrale allemande, la DDB, qui actuellement est en train de préparer un courrier à notre endroit. Pour vous dire simplement que ces courriers sont envoyés aussi au plus haut niveau auprès des représentants de l'OIT, du BIT, pour que bon usage se fasse de ces courriers-là. Les travailleurs de l'intérieur du pays, membres de la STT, étaient aussi présents à cette assemblée générale et une collecte d'aide financière a été faite pour venir en aide aux enseignants blessés de Dapaon. Et puis cette information en bref pour poursuivre, le chronogramme du scrutin présidentiel d'avril prochain a été adopté par la CENI. L'annonce a été faite ce vendredi sur le site de la commission en charge des échéances électorales. Retenez que la campagne électorale débutera donc le mardi 31 mars 2015 et prendra fin le lundi 13 avril 2015. Et dans la préparation de cette élection présidentielle, les acteurs impliqués et s'activent, tout comme les médias, surtout de la presse privée. Après l'aide financière de 95 millions de francs CFA du programme des Nations Unies pour le développement à 4 organisations de presse le mercredi dernier, le Conseil national des patrons de presse, l'une de ces organisations de presse, était face à la presse ce vendredi. L'idée, c'est de démarrer l'exercice
activités de la mise en œuvre de la plateforme de collecte, de stockage, de traitement, de gestion et de diffusion des données du scrutin présidentiel d'avril prochain. Godwin Apedo et Mauli Hevi. Le Conseil national des patrons de presse est ici face à la presse ce vendredi. Le but, lancer le démarrage des activités de la mise en œuvre du volet plateforme de collecte, de stockage, de traitement, de gestion et de diffusion des données de l'élection présidentielle d'avril prochain. Un volet qui s'inscrit dans le projet plateforme des médias pour une élection transparente et apaisée, conjointement mise en place par le CONAP, l'OTM, l'URATEL et le PPT. Pour le Conseil national des patrons de presse, cette initiative est née du constat de manque de moyens des organes de presse sur plusieurs plans lors des échéances électorales. C'est une plateforme qui répond à un objectif. On s'est rendu compte que très souvent lors des élections, les organes, surtout privés, n'ont pas les moyens aussi bien financiers, matériels et de ressources humaines pour assurer une couverture médiatique de l'ensemble du territoire en ce qui concerne les élections. Et donc, on s'est dit que cette plateforme-là pouvait pallier à ce déficit-là. Une cinquantaine de reporters seront recrutés puis déployés sur toute l'étendue du territoire national pour couvrir le scrutin présidentiel. Et ces reporters seront déployés sur le terrain, dans les différentes régions économiques du Togo, dans toutes les contrées. Ils vont assurer la couverture médiatique de cette campagne présidentielle-là et envoyer des informations sous forme de dépêches dans une base de données ici à la Maison de la Presse et un site internet qui sera confectionné pour la circonstance. Et maintenant, il revient à tous les médias qui sont intéressés d'aller dans cette base de données, sur ce site-là, pour puiser les informations envoyées par les reporters. Et donc, les médias auront donc le loisir, ayant les faits, ils auront les loisirs en fonction de leur ligne éditoriale, de traiter l'information comme cela leur convient. Rappelons que le projet de la plateforme des médias regroupe 4 volets attribués aux 4 associations de presse initiatrices et le programme des Nations Unies pour le développement y est venu en aide financièrement en milieu de semaine avec une enveloppe de 95 millions de francs CFA. Faire de nouvelles technologies de l'information et de la communication la pierre de lance du système éducatif togolais. C'est justement là l'une des préoccupations du gouvernement togolais. Et pour ce fait, un projet intitulé « Intégration des technologies de l'information, de la communication et de développement des environnements numériques de travail » est en phase d'exécution au lycée technique d'Aneho et Glidi. Un projet inauguré hier matin en présence des acteurs éducatifs, des autorités locales et politiques. Dieudonné Seonou et Mathias Essessi. Cette ambiance des grands jours annonce l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le système éducatif togolais. L'initiative est à sa phase pilote et est ici inaugurée au lycée technique d'Aneho Glidi dans les lacs à 50 km de Lomé. Projet intitulé « Intégration des technologies de l'information et de la communication et de développement des environnements numériques de travail ». Ce projet, mesdames et messieurs, vise à faire de l'éducation dans son ensemble une entité moderne. Une entité qui dispose à tous les niveaux d'outils adéquats pour permettre la mise en application de meilleures méthodologies de travail. Nous le savons tous, sans une éducation de qualité, aucune évolution remarquable n'est possible. Pour tout améliorer dans un pays, je crois qu'il faut avant tout améliorer le système d'enseignement. Le gouvernement togolais l'a compris et ne veut lésiner sur aucun moyen pour y parvenir, d'où ce projet. À terme, le projet vise essentiellement la libération de la formation à travers les TIC. Dans ces salles équipées d'ordinateurs connectés, les apprenants se servent bien de l'outil. Et c'est là ce que vise le projet. Améliorer aussi les schémas et aussi éviter le gaspillage de fil. Il n'a qu'aucun lien de crayon, ce qui veut dire que mon cadrage est terminé et je vais passer à l'essai. Et voici la lampe du salut. D'abord, ça permet à tous les enseignants de mettre à disposition de chaque élève son cours qu'il passe en classe normale. Et il peut même laisser des commentaires qu'il ne peut pas tout dérouler dans une salle de classe. Il peut le laisser sur le poste de l'élève. Puisque chaque élève
à un poste virtuel où il doit se connecter et avoir ses cours, ses devoirs, ses exercices. Dans une autre salle, c'est le ministre en charge de l'enseignement technique lui-même qui s'improvise en apprenant. Il apprécie le fonctionnement de l'initiative. Chaque élève a son identifiant et l'enseignant aussi a son identifiant mot de passe. Donc on va prendre par exemple le mot de passe dans le prof. À Neho, localité pilote de ce projet numérique, les autorités locales s'en félicitent. Je crois que le fait que le chef de l'État ait décidé d'intégrer l'environnement numérique de travail dans les établissements scolaires, sur lequel nous sommes très bien lancés, et ce que nous pouvons demander, c'est que à Neho est la phase pilote de lancement, que les autres établissements soient rapidement servis et d'ici 5 ans, qu'au moins 50% des établissements secondaires soient servis. Après la ville d'Anejo, l'idée des initiateurs est de faire des NTIC le fondamental de la formation tant dans l'enseignement technique que dans l'enseignement général dans tous les établissements scolaires au Togo. Toujours en page nationale, l'ambassade de France au Togo et Air France ont organisé le jeudi dernier dans la soirée à la résidence de France une réception pour les amoureux de la gastronomie française. Cette réception a permis aux convives de redécouvrir l'art culinaire français. Plus de précisions avec Daniel Adé. C'est dans une ambiance conviviale aux couleurs de la gastronomie française qu'a eu lieu ce jeudi cette réception donnée par les responsables de l'ambassade de France au Togo et ceux de la compagnie aérienne Air France. Une célébration qui s'inscrit dans le cadre de la politique de valorisation de la gastronomie française dans le monde entier. Je crois quand même que tout le monde dans le monde s'accorde à dire que la cuisine française et la gastronomie française, c'est pas seulement un art de vivre, c'est un art tout court. Parce que vous le savez, la gastronomie française s'est construite autour du roi. C'est une cuisine royale à l'origine et aussi une cuisine du quotidien. Mais ce que nous célébrons ce soir, c'est évidemment cette tradition de cuisine sophistiquée, de cuisine élégante, qui valorise les produits et qui permet surtout de partager de très bonnes choses ensemble. L'événement de ce jour revêt une double signification. En plus de célébrer la cuisine française d'une part, elle a aussi l'occasion pour les responsables des France de remercier ses clients. Nous avons fait donc ce soir une opération qui se divise en 3 branches. Premièrement, il y aura un dîner tout à l'heure de prestige dans cette résidence avec un service à la française de plats français très élaborés. Il y a eu ce cocktail qui était destiné aux clients privilégiés d'Air France, qu'Air France souhaitait remercier de leur fidélité. Et il y a, vous le savez, dans toute la ville de Lomé, une opération de grande envergure avec 4 restaurants qui vont faire de la cuisine à la française et accueillir tous les clients qui souhaitent ce soir manger français et répondre à un désir de France. Pour l'occasion, 1300 chefs et restaurants repartis sur les 5 continents ont été mobilisés. Rappelons que l'événement est une initiative du gouvernement français. La suite de cette édition avec l'actualité sur le continent africain, la secte islamiste Boko Haram laisse des traces sur son passage dans le nord-est du pays, et plus précisément dans la ville de Damasak. Une centaine de corps sans vie ont été découverts par des troupes anti-Boko Haram. Au Nigeria, les troupes de la coalition contre Boko Haram ont découvert une centaine de corps près de la ville de Damasak, dans le nord-est du pays. La plupart ont été tués par balles, certains auraient également été décapités. Pour les autorités nigérianes, il ne fait aucun doute que le groupe islamiste est derrière ce massacre. Ça, c'est l'imam. Oh non. Le grand prêtre de la... Damasak est situé tout près du Niger, dans l'état de Borno, le fief historique de Boko Haram. La ville avait été reprise il y a une dizaine de jours par les armées nigériennes et tchadiennes qui participent à l'offensive militaire lancée le mois dernier pour chasser les combattants islamistes du nord-est du Nigeria. Dans une interview qui intervient à quelques jours des élections, le président nigérian Goodluck Jonathan a estimé que Boko Haram pourrait être définitivement chassé d'ici un mois. Mais pendant ce temps, le pays se prépare à la prochaine élection présidentielle. Les candidats à l'US présentent leur programme de société. Après la candidate Rémi Sonaya, il y a quelques jours, le candidat Muhammadu Buhari a rencontré les professionnels des médias. Et pour cet ancien major général de l'armée nigériane, la liberté des médias sera sa priorité s'il était élu. Quand
Candidat du Congrès des progressistes APC à la présidentielle du 28 mars, le général Muhammadu Buhari a assuré qu'il respectera la liberté des médias et fera respecter la Constitution s'il est élu président. Un engagement pris devant les professionnels des médias. Le général à la retraite, candidat à la présidentielle, souhaite faire du développement des médias son cheval de bataille. Je veux vous donner mes assurances que dans ce système démocratique, je veillerai à ce que la constitution nigériane soit respectée. Cela inclut le respect des médias et le respect du droit à la liberté d'expression. Les professionnels des médias ont encore à mémoire le décret 4, un décret brandi par le général Buhari en 1984 pour museler la presse. Se considérant aujourd'hui comme démocrate, le candidat à la présidentielle prétend que ces faits relèvent de son passé de chef d'État militaire. Je peux changer le présent et l'avenir. La dictature va de pair avec un régime militaire. Aujourd'hui, je dis que je suis un ancien militaire et maintenant, je suis prêt à gouverner suivant les normes démocratiques. À ce titre, le général Buhari promet de se soumettre aux rigueurs d'élections démocratiques. Il exhorte la presse nigériane à utiliser les médias comme vecteur d'un discours public positif et à éviter les discours de haine. Hors de l'Afrique, c'est un événement qui se passe tous les 18 ans, la marée, un phénomène qui serait dû aux interactions entre la Terre, le Soleil et la Lune, une influence donc de ces astres sur les eaux de la mer. Et ce samedi, les côtes de la façade atlantique nord ont donc été le théâtre d'une montée de ces eaux, un phénomène qui intervient au lendemain de l'éclipse solaire en Europe. En oubliant d'éteindre la lumière hier soir, la mer Poulard a été plutôt bien inspirée. Regardez le Mont-Saint-Michel illuminé. Il s'est révélé au petit matin d'une beauté surprenante. Bon, ce n'était pas un hasard, la marée était attendue. Petit à petit, les eaux l'ont entourée et en quelques minutes seulement, la baie s'est retrouvée complètement inondée. Là, c'est plein d'eau. Oui, c'est un peu le principe de la marée, madame. Sauf que celle-ci est exceptionnelle. C'est même la marée du siècle. Un coefficient de 119 sur 120. C'est impressionnant. Ce soir, paroxysme, le marnage, c'est-à-dire la différence entre la marée basse et la marée haute, atteindra plus de 14 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 4 étages. Face à l'ampleur du phénomène, l'homme est vraiment dans ses petits souliers. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça en fait. Je suis né dans la région et je ne l'ai jamais vu. Donc depuis les travaux, c'était l'occasion de venir voir ça pour la marée du siècle. Monsieur a raison, une marée pareille intervient tous les 18 ans. En termes astronomiques, on parle de syzygie. C'est compliqué. En français, c'est tout bêtement une affaire de conjonction. C'est un alignement parfait entre trois objets célestes, dans le cas présent, la Terre, la Lune et le Soleil. La même conjonction vécue hier pour l'éclipse solaire. Eh bien, pour la marée, ça joue aussi. Voilà pour les explications. Pour les yeux, il est dit que la rareté fait la beauté. Eh bien, pour les passionnés de pêche aux moules qui auraient raté le rendez-vous, sachez que l'événement se répétera en 2033. Le Yémen a été le théâtre de 2 attentats suicides ce vendredi. Ces attentats ont visé 2 mosquées de la capitale Sanaa et selon le dernier bilan, près de 142 personnes ont perdu la vie et une centaine sont blessées. Les unes après les autres, les ambulances emportent les morts et les blessés. Elles ne suffisent pas à la tâche et on transporte les victimes dans d'autres véhicules. Un véritable carnage dans 2 mosquées de Sanaa, la capitale yéménite. 4 kamikazes se sont fait exploser alors que des milliers de fidèles étaient réunis pour la prière du vendredi. Les victimes se comptent par centaines, parmi lesquelles des enfants. Des survivants racontent avoir eu la sensation de vivre un tremblement de terre et parlent de scènes d'horreur. Un premier kamikaze a actionné sa bombe devant le périmètre de sécurité autour de la mosquée. L'autre a profité de la confusion créée par l'explosion pour rentrer dans la mosquée et se faire exploser à son tour, raconte cet homme. Les hôpitaux ont lancé un appel aux dons de sang pour combler les besoins. Les 2 mosquées visées sont principalement fréquentées par la communauté chiite du Yémen et les attentats ont été revendiqués par le groupe armé État islamique, composé de sunnites. C'est donc une attaque directe contre les chiites yéménites qui mènent une rébellion depuis plusieurs mois au Yémen, plongeant le pays dans une grave crise politique et forçant le président Hadi à se réfugier dans le sud du pays. Le président Hadi est soutenu par les monarchies sunnites du Golfe, tandis que l'Iran donne son appui aux rebelles chiites.
Ces attentats sont la deuxième frappe meurtrière du groupe armé État islamique dans le monde arabe cette semaine, après l'attaque au musée Bardo en Tunisie, mercredi. Nous refermons ce journal avec cette information qui vient de l'Inde. Des proches et amis des élèves qui escaladent des murs de centre d'examen pour filer des antisèches aux apprenants qui étaient en plein examen. Une situation que le gouvernement a du mal à contrôler. Dizaines d'hommes prennent d'assaut le bâtiment. Pourtant, aucune émeute ni révolution en cours. Non, simplement les examens de fin d'études en Inde. Les assaillants, des pères de famille, des cousins, des oncles qui grimpent pour donner des antisèches aux étudiants. Et même à l'intérieur, les brouillons sont en libre circulation. Ici, on triche devant les caméras, sous les yeux des surveillants et des directeurs qui préfèrent les fermer. Si les étudiants trichent, ils n'avanceront pas dans la vie. Mais rien de tel ne se passe dans mon centre. Ici, nous menons des examens dans le calme et sans tricherie. Et par manque de policiers, le public extérieur cause des perturbations. Mais on fait avec. Pas besoin de se cacher puisque la fraude est institutionnalisée. 600 étudiants pris la main dans le sac ont malgré tout été exclus et leurs proches arrêtés pendant quelques heures. Mais au gouvernement, on avoue baisser les bras devant un phénomène si massif qu'il paraît insurmontable. Il y a plus d'1 400 000 étudiants qui passent leur examen et plus de 11 000 centres d'évaluation dans notre État. 3 à 4 personnes aident chaque étudiant, ce qui signifie qu'il y a au total 6 à 7 millions de personnes qui aident les étudiants à tricher. Est-ce de la responsabilité du seul gouvernement de gérer une telle masse de gens pour mener des examens à 100% gratuits et justes ? La vraie question est pourquoi trichent-ils ? Non, les Indiens ne sont pas spécialement des cancres trop feignants pour réviser, mais quand on veut devenir médecin ou ingénieur, des filières très cotées, les places à l'université sont peu nombreuses et donc très chères. Ceux qui ont de l'argent s'assurent un ticket en payant ou en menaçant les examinateurs. Pour les autres, la triche devient alors le seul rempart contre la corruption. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Excellent week-end à toutes et à tous. À très bientôt sur RTDS. Au revoir.